9h, Dimitri Pavlenko. 8h45, c'est une affaire bien mal embarquée pour le gouvernement que cette réforme des retraites. Elle est présentée dans une ou deux heures là, en Conseil des ministres, après une démonstration de force dans la rue des opposants jeudi dernier. Et puis tout le week-end, on a entendu les ministres dire un peu tout et son contraire. Certains, comme Gabriel Attal dans Le Parisien, reconnaître que, oui, beaucoup considèrent que l'effort n'est pas assez justement partagé. Drôle de phrase quand même pour un ministre qui est censé défendre la réforme. Ah oui, quand les opposants apparaissent soudés, déterminés, les soutiens, eux, semblent, ni solides ni très homogènes. Mais où est passée la détermination macronienne sur cette réforme des retraites sur laquelle le président a placé tant de capital politique? On va en parler ce matin avec Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et Géraldine Vosner, journaliste au Point. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri. Oui, alors c'est vrai que cette détermination d'Emmanuel Macron à réformer les retraites, les Français la reconnaissaient dans tous les sondages. Ils disaient, voilà, on est contre la réforme, mais on est sûr qu'Emmanuel Macron va la faire. Et puis patatras, samedi, sondage Odoxa, je vous livre le chiffre, Géraldine, 59% des Français pensent que le gouvernement va devoir modifier, voire abandonner le projet. On peut interpréter ça comme l'instinct que peut-être les choses sont en train de bouger sur la réforme des retraites. Croyez-vous possible qu'Emmanuel Macron cède ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement a fait un pari et il est en train de s'apercevoir qu'il n'avait pas très bien mesuré les éléments de ce pari. Si vous voulez, ils ont, à cause d'une majorité relative à l'Assemblée nationale, fait le choix d'un débat rapide, resserré, 50 jours de débat encadré à l'Assemblée nationale, potentiellement 15 jours de plus au Sénat. Donc ça, c'est l'étape qui commence la semaine prochaine. C'est l'étape qui commence la semaine prochaine. C'est-à-dire que le débat parlementaire va se faire dans un cadre contraint. Un peu moins de 2 mois. D'un peu moins de 2 mois. Pour ce faire, ils ont présenté un texte qui était le plus proche possible de ce qu'ils souhaitent au final, c'est-à-dire que ils ont aujourd'hui peu de marge de manœuvre finalement pour la négociation. Ils ont déjà annoncé aux 65 ans, ce sera 64. Ils ont déjà annoncé des pensions de retraite à 85% du SMIC pour tout le monde. Tous les adoucissants possibles. Voilà, en se disant, la mobilisation ne prendra pas dans la rue et puis on va pouvoir aller vite. Et patatras, la mobilisation a fonctionné pour sa première journée et on s'aperçoit qu'il y a maintenant en réalité peu de marge de négociation avec les syndicats. Ce qui soulève des doutes, effectivement, si les manifestations et les mouvements prennent de l'ampleur, ça va être très compliqué d'arriver à satisfaire les gens. On n'a pas vraiment de mesures waouh à proposer aux syndicats qui pourraient faire la différence. Donc je pense que ces sondages que vous évoquez révèlent surtout l'attentisme de la population. On ne sait pas très bien où tout ça s'en va. Ouais. Est-ce que l'exécutif n'a pas commis une erreur en lâchant par avance toutes les concessions possibles, tous ces adoucissants? Il y a effectivement la retraite à 1200 brut, Brut. On précise, parce qu'il y a une petite confusion, y compris chez les ministres. Certains vous disent non, ce sera 1200 net. Non, 1200 brut. Bon, c'est 1200 brut, 64 ans au lieu de 65, etc. Tactiquement, effectivement, tout le monde interroge cette marge de manœuvre réduite quasiment à néant ce matin. Non, mais moi je suis d'accord avec Géraldine. Dans leur manière de parler avant cette première manifestation, on sentait qu'ils ne croyaient pas un quart de seconde que ça prendrait. D'ailleurs, à mon avis, Olivier Véran, parce qu'il y avait des voix au gouvernement qui disaient quand même, soyons prudents, il faut respecter la rue, etc. Oui, voilà. Olivier Dussopt, Elisabeth Borne. C'était une prudence rhétorique qu'on sentait chez certains qui, en effet, communiquent de manière un peu plus prudente qu'Olivier Véran. Mais simplement, de manière générale, on ne sentait pas que la prise en compte d'une potentielle résistance de la rue. Des syndicats d'accord, mais les syndicats n'ayant pas réussi récemment à prendre la main sur les mouvements, on se disait ça va être séparé, ça va être compliqué, ils s'en sortiront pas en fait. Oui, mais l'histoire avance, Charlotte, parce qu'il y a eu la rue, mais on disait oui, mais vous savez, il y a la rue, et puis après il y a la vraie vie, ce qui va se passer au Parlement. Et puis là, vous apprenez qu'il y a 7 à 20 députés à l'intérieur de la majorité qui vous disent moi la réforme, je la vote pas en l'état. Eh bien, le problème, c'est que non seulement le discours du gouvernement depuis 5 ans qui veut faire cette réforme des retraites, il est parfois difficilement lisible sur le long terme, mais en plus, au sein de la Macronie, vous avez des sensibilités tellement différentes qu'ils ne viennent pas défendre leur projet de la même manière. Vous avez la sensibilité de gauche, pour reprendre le truc, qui vient vous défendre, c'est la phrase que vous citez de Gabriel Attal, on la croirait sortie des communiqués de la France Insoumise, et de l'autre côté, vous avez l'aile droite du macronisme qui vient vous expliquer que c'est absolument nécessaire pour sauver le système des retraites. Résultat, vous êtes au milieu et vous vous dites, c'est quoi
quoi leur réforme? Mais franchement, moi, vous savez, je suis pas une technicienne du sujet, donc je réagis, je pense, comme beaucoup de gens, et au fil du temps, non seulement ils m'agacent, mais vraiment ils m'agacent, et en plus je finis par me dire... Pourquoi ils vous agacent? Mais ils m'agacent parce que je n'arrive pas à savoir quel est leur but, et c'est très exaspérant en fait quand vous êtes en bout de chaîne. Vous dites mais c'est quoi le but? C'est-à-dire qu'ils nous ont présenté c'est ça. une politique de l'offre. Moi, je vais vous le dire simplement. C'est mais pas simple comme dit comme ça. je sais comment vous défendez la réforme des retraites, mais vous la défendez de manière plus cohérente et plus comment dire, répétée dans le temps que eux ne le font. C'est-à-dire qu'on a eu une fois, c'est pour financer la dépendance, la deuxième fois c'est pour la transition énergétique, la troisième fois c'est en fait pour sauver le système des retraites. C'est-à-dire que si depuis le début, d'ailleurs Géraldine, vous le disiez la semaine dernière, si depuis le début on nous avait dit nous ne pouvons pas faire autrement, on vit plus longtemps et on travaille moins, ça n'est pas gérable comme équation. S'ils étaient tenus à ça depuis 5 ans, au bout d'un moment, on est tous capables de comprendre ça. Sauf qu'ils nous ont perdus dans des détails où, franchement, à la fin, on dit, bon, vous savez quoi, on va pas le faire. Alors, je voudrais soumettre à votre sagacité, à l'une et l'autre, cette analyse ce matin, toujours très pertinente, toujours à lire, de Guillaume Tabar dans Le Figaro, qui nous explique que, en fait, l'un des problèmes aussi que rencontre le gouvernement dans cette épopée des retraites, c'est que le gouvernement n'a personne, en fait, à sa droite. Il n'y a personne pour tenir un propos plus radical, une position plus dure que la sienne. Quelqu'un pour dire, non, la retraite, c'est pas 64, c'est 67 ans. Donc on voit en effet une surenchère à gauche sur le thème, c'est injuste, il faut plus d'adoucissants, etc. Mais il n'y a rien du côté MEDEF, Horizon, etc. Et ça empêche finalement l'exécutif d'occuper la confortable position de celui qui va proposer un compromis. Écoutez, ça fait 20 ans que j'écris des articles sur des réformes des retraites. Ça fait 20 ans que j'écris la même chose. Ça, vous l'avez déjà écrit? Mais bien sûr, on l'écrit, mais à chaque réforme qui vient, sachant que je sais que je vais le réécrire dans 10 ans, car le problème ne sera pas réglé. En fait, on est face à une hypocrisie gigantesque, une double hypocrisie. Personne ne dit ça parce que les retraités aujourd'hui, c'est le cœur même de l'électorat. Donc, vous n'avez pas un parti qui viendra tenir un discours de vérité complet à l'égard des retraites. Et même le débat public aujourd'hui pêche totalement par une grosse hypocrisie. On parle de l'équilibre du système en sortant complètement de la réflexion le problème des retraites de la fonction publique. Aujourd'hui, les fonctionnaires ont un régime particulier de retraite, ils ne cotisent pas une caisse, c'est l'État qui abonde tous les ans le déficit colossal du régime de la fonction publique, 30 milliards par an. Alors du coup, les fonctionnaires ne sont pas dans le système par répartition. Non, ils sont pas. Non, c'est puisque c'est l'État qui surcotise pour eux, parce qu'ils surcotisent. Les cotisations des fonctionnaires ne couvrent pas les retraites des fonctionnaires. Et ça n'apparaît pas dans aucun des documents, même si tout le monde le sait. Donc ça, c'est le sous-jacent de la réforme. En fait, c'est pour ça qu'on doit faire cette réforme, parce que le système n'est effectivement financièrement pas soutenable. Et à partir du moment où ça n'est pas versé au débat public, comment voulez-vous à la fois que les Français comprennent c'est technique, non, quand on parle de 30 milliards de trous chaque année, il faut faire de la dette pour le financer, je pense pas que ce soit trop technique. Les gens savent bien ce que ça va exiger de leurs enfants, ce qu'ils devront demain financer. Il va y avoir un cotisant pour un retraité, ils vont devoir financer les retraites de leurs parents, la dépendance de leurs grands-parents, parce qu'effectivement le sujet de la dépendance, il était au cœur de cette volonté de réforme en 2017, il a totalement disparu des débats, et pourtant il est là. On n'évacue pas ces problèmes en ne les citant pas. Donc effectivement, la communication du gouvernement qui se perd là aujourd'hui en détail, et qui reflète finalement, c'est assez triste de voir chacun se pencher sur sa petite feuille en se disant, moi je vais travailler 3 mois de plus, moi 6 mois de plus. On perd complètement le sens collectif de ce type de réforme. C'est bien collectivement qu'on doit faire ces efforts-là pour l'avenir essentiellement de nos enfants. Et ça a complètement disparu, même des justifications du gouvernement. Donc on ne voit pas très bien comment on peut convaincre avec ce type d'argument. Je suis absolument d'accord, et on dit, quand on essaie de réfléchir plus philosophiquement, on va dire, sur la réforme, la seule chose qui vient, c'est le rapport des gens au travail a changé. C'est vrai. Oui, après. alors évidemment que c'est vrai, je suis absolument d'accord. Il y a une autre chose qui a énormément changé, c'est le consentement au collectif tout court, en fait. Est-ce qu'il reste un pays
C'est une question qu'on pose sur tous les sujets. Elle est évidemment présente au cœur de ces débats. Vous n'avez que des gens qui vous disent, en fait, ça va quoi. Moi, je travaille comme un malade. Là, tous les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, il faut voir leur discours. C'est-à-dire tous les artisans qui n'arrivent plus à payer leurs factures. Ils disent, mais il faudrait peut-être se poser la question de qui travaille exactement avant de faire continuer à travailler plus les gens qui travaillent déjà et qui sont finalement les dindons de la farce en permanence. Donc la question même du collectif et du rapport au travail, évidemment, quand on parle des retraites, n'est pas du tout posée. Or, il se trouve que le consentement à l'impôt de manière générale, au financement des retraites par répartition, se pose la question de pour qui je veux bien financer. Et bien cette question n'existe plus. C'est-à-dire que quand vous passez des décennies Vous dire à qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire on a un attachement à un système par répartition, qui est un système mais collectiviste. on a un attachement abstrait en réalité. On en veut les droits, mais sans en assumer les devoirs. C'est-à-dire que quand manière. vous vendez sur le terrain politique pendant 40 ans uniquement des droits individuels et que vous ne prenez en compte que des revendications individuelles, faut pas à la fin venir vendre une réforme en expliquant c'est magnifique, c'est pour tout le monde. Bah, ça marche pas. Au bout d'un moment, vous avez habitué les gens à ne défendre que leur personne dans le système. Tiens, juste pour rebondir sur cette histoire du rapport au travail, pour montrer que c'est pas juste de la conversation de bistrot. Étude IFOP Jean Jaurès, cité par l'Opinion ce matin, à propos du rapport au travail. En 1990, le travail était très important pour 60% des salariés. Il ne l'est plus que pour 21% d'entre eux en 2022. Et le rapport au loisir, c'est totalement inversé. C'est-à-dire que 20% en 90 plaçaient les loisirs au centre de leur existence. Ils sont 61% aujourd'hui. Ça laisse rêveur quand même, Géraldine Bosner. Bien sûr, ça laisse rêveur, mais c'est aussi la conséquence de... Alors, il y a des bouleversements dans le rapport au travail qui sont nécessaires et il faut qu'on prenne en compte ce nouveau rapport, pas seulement au travail d'ailleurs, au temps et aussi au collectif. Cela dit, ça reflète aussi une vision qui est très auto-centrée, très occidentale des problèmes. Ce rapport au travail, c'est pas pareil partout dans le monde. On raisonne un petit peu en personnes nanties qui n'ont plus à se poser la question de l'avenir et on s'aveugle un peu sur la situation réelle de notre économie. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse interroger ce rapport-là au travail et au capital. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce serait peut-être temps, dans le cadre du débat sur les retraites, d'introduire ce débat-là. Comment ça peut aussi peser un peu plus sur le capital. Ouais. Ce sera un autre débat. Bon, on en parlera encore dans 8 semaines quand on sera en pleine manifestation. Voilà. Merci à toutes les deux. Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Géraldine Bosner, Le Point. Merci.